Salut la Marseillaise. Allons enfants. Non, non, c'est pas ça, c'est la Marseillaise du journal. 2023, j'ai rassemblé plus de 350 000 spectateurs dans mes salles. J'ai failli mettre KO McGregor, j'ai fait chanter Sosomanes, j'ai fait transférer Neymar en Arabie Saoudite. Dans ma vie, j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves. Il en restait qu'un. Madame Chopard, conseillère d'orientation, je tenais à vous informer que Redouane Bougueraba va faire le stade Vélodrome le samedi 22 juin 2024. Quand vous avez annoncé que vous alliez faire le Vélodrome il y a 3 mois de ça, dans la vidéo que vous avez postée, il y avait Mystère et Suspense de la Funky Family. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte la bande originale de votre vie finalement? Exactement, c'est la bande originale de ma vie. Moi, j'ai grandi au Panier. La Funky Family, c'est un groupe qui vient du Panier avec Laura Luciano et Menzo. Et de mettre cette musique, ça représentait mon enfance, mon parcours, ma jeunesse. Vous êtes un enfant de la rue des Phocéens, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, Oui. un enfant du Panier. C'est quoi les souvenirs les plus marquants que vous avez de ce quartier-là dans votre jeunesse? Eh ben, je jouais à la rue des Phocéens, à la rue François Moisson. Il y a l'école et je jouais au foot de 8 h du matin jusqu'au coucher du soleil. Les parties de foot interminables s'arrêtaient parce que le propriétaire du ballon, il rentrait chez lui. Et c'était ça. On jouait soit là-bas, soit à la cathédrale. Le petit terrain goudronné qu'il y avait à côté de la cathédrale. Là, il n'est plus. Il y a un city-stade juste en face. On jouait à Place du Refuge aussi, des tournois. Donc c'est ça, c'était une enfance heureuse, footballistique, dans les rues. Le Panier, à l'époque, c'était un quartier très populaire, très joyeux aussi, même s'il y avait aussi une forme de misère, il y avait plein de gens qui se côtoyaient. Est-ce que ça vous fait d'une certaine manière mal au cœur de voir que ce quartier, il a été de plus en plus gentrifié et peut-être embourgeoisé d'une certaine manière? Je ne sais pas si ça a fait du mal au quartier, mais ce n'est pas le quartier que j'ai connu. Moi, j'ai connu la rue du Poirier, il y avait tous les Comoriens qui vivaient là-bas, il y avait des Sénégalais, des Algériens, Marocains, Tunisiens, il y avait des Slaves, il y avait de tout en fait, c'était un vrai melting pot. Après, il y a une gentrification qui a fait qu'ils ont mis ces familles dans des quartiers avec des appartements plus grands. Mais on ne va pas se mentir, en vrai, les appartements, ils étaient trop petits. Tu peux pas vivre à 7 dans un T2 avec 12 lits superposés. C'était insalubre, il n'y avait pas d'hygiène, l'eau, ça ne fonctionnait pas. Du coup, il y a eu une gentrification. Après, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui en ont profité pour faire de l'immobilier, pour multiplier les prix par 10. Et après, ça fait partie du jeu. On connaît ça, les gens ils essayent de faire du business. Mais ça reste un beau quartier, ça reste un beau quartier. Justement, dans la chanson de Mystère et Suspense, donc le refrain c'est Je vais là où la vie mène, là où mes pieds traînent. Vos pieds, ils vous ont notamment traîné à Camille Pelletan, à un moment de votre vie où Oui. vous avez tenu un cybercafé ou un taxiphone. C'est bien ça, un Et je taxiphone. voulais savoir si vous pouviez me parler de cette période-là, dans le sens où j'ai vu qu'elle vous avait pas mal notamment inspiré voilà, par rapport à tout Ben ça. oui, j'ai d'abord eu un cybercafé à la rue Sainte, puis à Camille Pelletan, mon grand-père avait un taxiphone qui m'a cédé, donc j'ai bossé. Donc j'ai beaucoup bossé au contact des gens, beaucoup au contact des Marseillais, et ça m'a permis justement d'avoir cette relation avec le public assez familier, parce que j'ai l'habitude de parler avec les gens. C'était une très belle expérience et je regrette rien. Ouais. Et vous êtes aussi un enfant des bars, vous en avez parlé, Oui. notamment avec votre famille qui en a tenu certains. Et justement, j'imagine que ça a dû pas mal jouer sur votre bagou, voilà, ce que vous redonnez un petit peu compte Oui. sur scène aujourd'hui. Ouais. Petit, mon père, il avait un bar en bas des escaliers de Saint-Charles, le boulevard d'Athènes. Il avait le bar le 1900, le boulevard du Gommier. Il avait ce bar et et avec mon frère Ali, on allait jouer sur les baraques d'arcade. On allait boire un cacolac. On allait passer des bons moments. On côtoyait des adultes et c'était une belle époque aussi. Ouais. Il y a des anecdotes qui vont aussi bien dans le cybercafé que dans ça. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui vous ont marqué à vie, dans le sens... Ben oui, ouais. il y a une anecdote, j'avais le cybercafé et les clients qui venaient, c'était des potes à moi du Panier et c'était l'époque de Google, pas Google, c'était de Caramel, c'était un site de rencontre et moi je me faisais passer pour une fille justement pour les draguer, pour qu'ils reviennent parler avec cette fille. Donc c'était l'anecdote. Il y avait même un soir où j'ai embrouillé un pote pour lui dire « Ouais, viens, on se rejoint au Vieux-Port à minuit, tu me ramènes 2 pizzas, un paquet de cigarettes, une bouteille de coca. » Et il est venu, on s'est foutu de sa gueule. Donc il y a eu des petites anecdotes sympas. Okay. Donc s'il me voit, je suis désolé. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, aussi bien dans votre entourage très proche que des gens que vous avez connus sur le tard, qui vous ont un petit peu mis le pied à l'étrier, notamment Grand Corps Malade, qu'on a fait en interview la semaine dernière. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à quel point il vous a donné de la confiance? Grand Corps Malade m'a amené beaucoup de confiance et il a beaucoup cru en moi. Il m'a amené faire ses premières parties, il m'a fait tourner dans tous ses films. Il a été le premier à me dire que je devrais faire de la scène alors que j'étais pas humoriste. Il me dit « Tu me fais beaucoup rire dans la rue,
dans la vie. J'aimerais beaucoup que tu fasses ça sur scène. Si tu venais à faire ça sur scène, j'aimerais beaucoup que tu fasses mes premières parties. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ses premières parties. Et même avant de faire les premières parties, il m'avait invité sur un morceau à lui qui s'appelle Inch'Allah. Reda Taliani ne pouvait pas faire le morceau. Du coup, je suis parti à sa place en playback. J'ai remplacé un chanteur de rail. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier Olympia à Paris. Et les gens, ils ont vu que du feu. Ils ont vu que du feu, c'est exceptionnel. Tu tapes Redouane Bougueraba, Grand Corps Malade, tu as la vidéo sur YouTube, tu vas passer un bon moment. On voit dans vos différents spectacles que vous vous empêchez jamais de vanner n'importe qui, les grands, les gros, les maigres, les Kabyles, les Juifs, les Libanais, peu importe. Les chauves. Les chauves aussi, Ouais. tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bah ouais, ils sont tous venus, ils ont tous des calvasses. Le photographe, le présentateur, on dirait une pelouse de Ligue 2. Et ouais. J'ai envie de te mettre les lampes sur le crâne comme ça pour te relancer. Et du coup, je voulais savoir si dans cette époque un petit peu aseptisée, on va dire, justement, est-ce que vous ne vous sentiez pas trop détonné, même si c'est pour le plus grand plaisir des spectateurs en règle générale? Non, mais j'ai toujours fait ça. C'est juste que je l'ai mis en vidéo, je l'ai posté sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et ça a pris, les gens adorent ce type d'humour. C'est l'humour qu'on a au quartier, c'est l'humour qu'on a à l'école. Peu importe du milieu auquel on appartient, que ce soit petite classe, moyenne classe, grande classe, classe bourgeoise, ouvrière, il y a toujours eu le chambrage. On a toujours taquiné son pote, son frère, sa sœur, son cousin, son ami. On a toujours rigolé. Au plus long que tu te souviennes, tu t'es toujours foutu de la gueule d'un pote, un pote s'est foutu de ta gueule. Lui, peu importe l'école, que tu sois dans une école bourgeoise, catholique, on s'est toujours foutu. Et ces gens ont retrouvé cet humour-là. Je dis, moi-même. On a toujours rigolé, on s'est toujours charrié, on s'est toujours clashé. Et de le voir à un niveau professionnel, les gens sont contents. Donc vous êtes comédien, vous êtes humoriste, vous avez plein de cordes à votre arc artistique, on va dire ça comme ça. Et je voulais savoir, malgré tout ça, les gens, ils sont beaucoup focalisés sur vos capsules vidéo où vous clashez, notamment le premier rang et tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, malgré le fait que vous ayez beaucoup de sketchs écrits, est-ce que vous n'avez pas peur d'être cantonné justement aux mecs qui clashent, qui snipent et tout ça, ouais? Non, c'est un prétexte pour les faire venir dans la salle. Donc les gens viennent dans la salle, voient qu'il y a un spectacle écrit, construit. Mon spectacle est sur Prime Video. Donc les gens, ils parlent, ouais, il fait que de l'impro, il tiendra jamais 1 heure. Je tiens 1h20, 1h40, je peux tenir 2 heures, 3 heures, j'ai pas de problème avec ça. Les gens qui ne te connaissent pas, c'est ceux qui critiquent. Les gens qui ont vu le spectacle et qui voient la performance artistique, moi je suis reconnu par mes pairs. Les mecs qui font le même travail que moi, ils viennent me voir, ils me disent « ce que tu fais, c'est exceptionnel, on ne pourrait pas le faire » ou « c'est de le faire comme tu le fais, c'est génial ». Moi, quand je parle avec les mecs qui font le même boulot que moi, ils reconnaissent le talent. C'est un mec qui n'a rien à voir, qui n'a jamais vu, que tu dis « ah », il parle avec les gens. Non, mais il ne parle pas avec les gens, il fait des vannes. C'est pas le public qui fait les vannes, c'est moi qui fais les vannes. Et elle est là, la différence. Et après, c'est vrai qu'il y a des sketchs écrits. Pour le voir, les sketchs écrits, je ne les dévoile pas parce que je veux que les gens viennent payer le spectacle pour venir voir le spectacle, ce que j'ai écrit, ce que j'ai travaillé, les impros que je donne. Comme c'est jamais les mêmes, je peux les diffuser sur Internet. Tu peux les voir sur YouTube. Il y a plus de 12 heures d'impro. Donc si tu commences à mettre play entre la première vidéo, non-stop, tu as 12 heures d'impro qui ne sont pas les mêmes. Tu peux avoir un moment des 2-3 trucs qui reviennent, mais c'est comme des automatismes, tu vois. Et j'essaie de les changer, de les rectifier, mais sur 12 heures d'impro, de toujours improviser, il y a même des gens qui se disent ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il est complice, il paye des gens au premier rang, c'est pas possible. Les mecs, il les connaît, il les paye. Franchement, si je payais des gens du premier rang, ça se saurait. T'as sur 12 heures d'impro, sur 3000 personnes qui se sont vannées, les personnes qui sur 3000, il y en a une qui va venir et va dire ouais, c'est vrai, il m'a donné 50 balles pour vous dire que j'avais le nez de Cyrano de Bergerac. Connaissance, j'imagine que vous avez dû vous renseigner. Moi, par Bigard qui a fait le Stade de France, Il n'y a personne, au Vélodrome, ça existe pas. C'est inédit, il n'y a aucun humoriste au monde n'a fait le Vélodrome. C'est une première, à jamais le premier. Et de me retrouver en scène centrale, je vais essayer de tout donner pour mettre des lucarnes. Je vais essayer que le public qui va venir ce soir-là passe le meilleur moment de sa vie. Donc je ne serai pas seul, il y aura des guests. Je ne pourrais pas dire les noms des guests, justement pour pas qu'il y ait de déçus. Mais ça va être une soirée grandiose. Il va y avoir plusieurs guests. Ce que je peux dire, c'est beaucoup de Marseillais. Et ça va être une très grande soirée. Mais justement, vous, qu'est-ce que ça change dans votre art de jouer dans un stade, contrairement à une salle de 1000, 2000 C'est une performance. Déjà, de faire des salles de 10 000, j'ai fait l'arène de Montpellier. J'ai joué devant 8600 personnes. Donc 8600 personnes, c'est à peu près 5 fois de moins le stade. Bercy, c'est 4 fois moins. Donc, je me projette. Quand je fais une salle de 10 000, je me dis, je vais jouer, ils vont être 5 fois plus.
mais je vais donner la même énergie, je vais donner des blagues, je vais donner le meilleur de moi pour que les gens, pendant 1h30, ils passent le meilleur moment de leur vie. C'est quand votre première fois au Vélodrome? Quand est-ce que vous vous souvenez du premier match ou alors Tu peut-être vas du avoir premier 10, 11 ans, c'était l'ancien Vélodrome, c'est-à-dire qu'il y avait une piste autour, c'était un vrai Vélodrome, c'était les années 90 et fin des années 90, j'ai vu un match ici, ça s'appelait même pas Virage Nord, ça s'appelait Populaire. Populaire, pesage, Jambouin. Donc j'étais là et c'était un match de Marseille. Je crois que c'était contre Nantes et c'était exceptionnel. De voir ces gens crier, aller l'OM, les chants des supporters, les gens torse nu, c'était une superbe expérience. Mais à aucun moment, le petit Redouane qui allait voir les matchs, il se disait qu'il allait se retrouver au milieu à faire un spectacle. C'est impossible. Si je venais dans le passé avec une machine à remonter le temps, je me dirais, lâche pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais continue à le faire parce que tu le fais très bien. Vous, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a 30 ans de ça, on était les rois de l'Europe, et de voir aujourd'hui, je vais prendre des termes un peu crus, qu'on est un petit peu les pigeons de l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu Non, tout ça va, on fait un petit parcours quand même. On avait fait une finale perdue contre l'Atlético Madrid. Là, on est encore en course en UEFA. Après, le football moderne, c'est une question de moyens. Tu ne peux pas rivaliser avec des clubs comme Real Madrid, Manchester City ou le Paris Saint-Germain, qui ont c'est des machines afriques. Les mecs, ils achètent des joueurs des centaines de millions d'euros avec des salaires mirobolants. C'est dur de lutter contre eux au niveau européen. Ils ont tous 10 fois ou 20 fois ou 100 fois notre budget. Du coup, c'est très difficile d'être compétiteur. Donc c'est cyclique. Si maintenant Marseille va être racheté par un mec super blindé, on va se retrouver avec des super joueurs et on va jouer le haut du tableau et le haut de l'Europe et c'est cyclique. Ça vous plairait ça qu'on soit racheté par un gros... Ouais, ça ferait du bien parce qu'on a déjà le stade et le public. Et il nous manque que l'argent. Les autres, ils ont l'argent, il manque le stade et il manque le public. Il nous manque que ça, que l'argent Mais pour... du coup, vous n'avez pas peur que si ça se passe comme ça, on perde Tu vas un pas peu le notre perdre. âme, que on devienne Non, tu Disneyland le comme perds Paris, pas, quoi, c'est par pas exemple. vrai, tu perds Non, pas c'est vrai. l'argent. On est déjà Disneyland. On est Disneyland, mais ça, Disneyland du pauvre. La Marseillaise, je vous embrasse. Je suis là au stade Vélodrome le 22 juin 2024. J'espère que vous serez là. Je vous embrasse à Marseillaise. Alhamdulillah, I know you guys, you don't like this. God give me everything. I smash your boy, Madame Chopard.